Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, vous le savez tous, est un texte essentiel. Un texte essentiel puisqu'il vise à doter notre système de santé et de solidarité des moyens dont il a besoin, tout en garantissant son équilibre et sa pérennité. Je voudrais remercier la Commission des affaires sociales pour son travail rigoureux et approfondi et bien sûr féliciter Thibault Bazin pour son élection en qualité de rapporteur. Son engagement, son expertise nous sont très précieux. Nous avons tous conscience du contexte budgétaire exigeant dans lequel nous évoluons. Nous avons également tous conscience de la situation politique inédite dans laquelle nous nous trouvons. La responsabilité nous oblige à articuler deux impératifs majeurs, garantir la protection sociale et redresser nos finances publiques. La responsabilité nous oblige à trouver des compromis. Fidèle à l'esprit d'Ambroise Croizat qui disait « La sécurité sociale est la seule création de richesse sans capital, la seule qui ne va pas dans la poche des actionnaires, mais qui est directement investie pour le bien-être de nos citoyens ». C'est ce à quoi le gouvernement s'est consacré depuis notre nomination le 23 décembre dernier et je voudrais associer Amélie de Montchalin, Astrid Panosyan-Bouvet, Yannick Neuder et Charlotte Parmentier-Lecocq. Ensemble, nous avons écouté chacun des 10 groupes politiques représentés dans votre Assemblée et également celles et ceux du Sénat qui ont accepté de nous rencontrer. Nous avons pris en compte vos priorités pour proposer un texte probablement encore imparfait, j'en ai conscience, mais un texte qui cherche à nous rassembler et surtout un texte qui permet à la sécurité sociale, notre bien commun, de fonctionner au mieux en 2025. L'année 2025 sera celle des 80 ans de cette sécurité sociale fondée sur les principes du Conseil national de la résistance. C'est un héritage précieux que nous devons préserver et adapter aux défis de notre temps. Il constitue le socle sur lequel repose notre modèle social. Jacques Chirac nous le disait déjà, désormais, la sécurité sociale fait partie de l'identité de la France et du patrimoine des Français. Elle a sa place dans notre histoire comme dans notre quotidien. Elle exprime en quelque sorte notre génie national. Comme l'a rappelé le Premier ministre François Bayrou, la santé des Français est une priorité. Ce budget en est la preuve. Il consacre des moyens importants pour l'accès des soins de qualité, pour l'autonomie, pour encourager le travail et pour la justice sociale. Ce PLFSS fait de l'accès à des soins de qualité pour tous les Français une priorité. Première des priorités, l'hôpital. L'Ondam pour 2025 sera en hausse de 3,4 %, soit 9 milliards d'euros supplémentaires par rapport à 2024. Cette hausse traduit en particulier une action forte en faveur des établissements de santé. L'Ondam hospitalier augmentera en effet de 3,8 %, ce qui est bien plus que ce qui était prévu initialement. Voilà le fruit des discussions que nous avons eues les uns avec les autres. Des moyens supplémentaires à hauteur de 1 milliard permettront d'améliorer la situation financière des hôpitaux, leur capacité à offrir les soins de qualité que nos concitoyens attendent. L'attractivité continuera à être au cœur de notre action, avec en particulier un effort sur les effectifs dans les services de soins critiques et de réanimation. Deuxième priorité, le développement des soins palliatifs. Au premier semestre 2024, j'avais porté devant vous, dans votre Assemblée, la stratégie nationale de soins palliatifs. J'avais à l'époque pris l'engagement que chaque année, pendant 10 ans, le budget dédié serait abondé de 100 millions d'euros supplémentaires, engagement tenu dès cet exercice 2025.
Cette augmentation budgétaire est consacrée au déploiement de la stratégie décennale qui doit permettre, dans chaque territoire, le renforcement de l'offre de soins palliatifs, non seulement au sein des établissements de santé et médico-sociaux, mais aussi à domicile, ainsi que la poursuite d'une filière de formation universitaire en soins palliatifs. Troisième priorité, repenser notre système de santé depuis le territoire. C'est à l'échelle du bassin de vie que nos concitoyens attendent des réponses concrètes. Nous poursuivrons notre stratégie d'aller vers les populations. Cette démarche ciblera principalement les territoires ruraux à faible densité médicale et à forte proportion de patients en affection longue durée ou sans médecin traitant. La lutte contre les déserts médicaux, l'amélioration des soins non programmés seront poursuivis avec le renforcement des moyens du service d'accès aux soins. Nous aurons un regard tout à fait attentif à la pérennisation et à l'extension des expérimentations réalisées au titre de l'article 51, dont les résultats apportent des solutions adaptées aux attentes de nos concitoyens. Quatrième priorité, l'attractivité des métiers de la santé, l'amélioration des conditions de travail des professions médicales. C'est notamment, mais pas seulement, par le financement de la mise en œuvre de la convention médicale, avec la consultation chez le médecin traitant à 30 € dès décembre 2024. Certaines spécialités bénéficient également de revalorisation à la même date, comme par exemple la consultation chez le gynécologue. Nous devons continuer à investir davantage dans la prévention. Nous améliorerons le suivi médical de l'enfant avec une évolution du calendrier des examens obligatoires et une refonte du carnet de santé. À compter du 1er janvier 2025, l'un des 14 examens prévus lors des 3 premières années de l'enfant est supprimé parce qu'un nouvel examen sera ajouté entre la 7e et la 16e année. Le nouveau carnet de santé accordera une place centrale à la prévention. Par ailleurs, les examens bucco-dentaires seront désormais annuels entre 3 et 24 ans dans le cadre de la politique Génération sans carie. Enfin, la santé mentale est la grande cause nationale en 2025. Près de 100 millions d'euros seront mobilisés dès cette année, par exemple pour renforcer le dispositif Mon soutien psy, qui permettra un accès simplifié et plus rapide à un psychologue en revalorisant le tarif des séances, mais également en prenant en charge un plus grand nombre de consultations au cours d'une année civile. S'agissant des personnes les plus précaires, les plus éloignées des soins et surtout des soins de psychiatrie, elles bénéficieront du renforcement des équipes mobilité précarité psychiatrie. La réponse préhospitalière des personnes nécessitant des soins psychiatriques sera améliorée. Des filières psychiatriques seront développées dans les services d'accès aux soins. Le dispositif de prévention du suicide Vigilance sera étendu pour les mineurs. Le vieillissement de la population est un défi majeur auquel ce PLFSS apporte des réponses concrètes. Les retraites sont un enjeu bien sûr majeur. C'est pour cela que le Premier ministre a remis le chantier sur la table et l'a confirmé aux partenaires sociaux. Je suis confiante dans leur capacité à trouver les voies d'un accord. En attendant, ce PLFSS acte la revalorisation des pensions de retraite de base de 2,2% au 1er janvier 2025. Le cumul emploi-retraite sera facilité pour les médecins exerçant dans des zones sous-denses. Le taux de cotisation des employeurs territoriaux et hospitaliers à la CNRACL sera relevé de 3 points par an jusqu'en 2028, d'une manière plus progressive que cela avait été envisagé. Les retraites agricoles, mesdames et messieurs les députés, seront calculées sur les 25 meilleures années de revenus, avec une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2026, conformément à la loi du député Julien Dive. Les financements de la branche autonomie atteindront 43 milliards d'euros et permettront d'accélérer le déploiement des 50 000 nouvelles solutions d'accompagnement pour les personnes en perte d'autonomie, tout en renforçant le soutien aux proches aidants et aux établissements médico-sociaux.
Le soutien aux personnes en situation de handicap connaîtra en 2025, au moment où nous atteindrons le 25e anniversaire de la loi du 11 février 2005, le 20e anniversaire de la loi du 11 février 2005, des avancées concrètes. Je pense en particulier à la prise en charge intégrale des fauteuils roulants tel que nous avons travaillé sur le sujet. Les EHPAD bénéficieront d'un effort budgétaire significatif avec des investissements immobiliers supplémentaires pour moderniser les structures et améliorer les conditions d'accueil des résidents. 6 500 professionnels seront recrutés dès 2025 de façon à accélérer l'attente des 50 000 postes supplémentaires prévus d'ici 2030, garantissant ainsi une meilleure prise en charge et un accompagnement renforcé. Le financement des EHPAD sera simplifié et sécurisé grâce à la fusion des sections, souvent évoquée, pas encore réalisée. Le Sénat avait voté un fonds d'urgence à hauteur de 100 millions d'euros. Nous partageons tant au gouvernement que sur plusieurs bancs de votre Assemblée, la situation difficile des EHPAD. C'est pour cela que nous proposons de tripler ce fonds d'urgence pour le porter à hauteur de 300 millions d'euros. Enfin, alors que de plus en plus de personnes âgées expriment le souhait de rester à domicile ou de vivre dans des résidences adaptées, le soutien aux aides à domicile va être renforcé. En application de la loi Bien vieillir, ce texte prévoit une nouvelle aide financière de 100 millions d'euros pour couvrir une partie des dépenses liées à la mobilité des aides à domicile, garantissant ainsi un accompagnement de qualité sur l'ensemble du territoire. Vous le voyez, mesdames et messieurs les députés, les apports de ce PLFSS sont importants. Je suis consciente qu'il ne s'agit que d'une première étape. La transition démographique que nous vivons est majeure et nous devons y consacrer toute notre énergie. J'y suis déterminée et je souhaite porter dans les prochaines semaines un plan de transition démographique qui couvrira l'ensemble des étapes de la vie, de la naissance au grand âge. Nous le savons tous, ne pas assurer l'avenir de notre protection sociale en faisant au bon moment les réformes nationales, les réformes nécessaires, reviendrait à accepter l'injustice. C'est évidemment l'inverse que nous vous proposons. Enfin, ce PLFSS entend encourager le travail. Le secteur agricole mérite tout notre soutien. Je connais votre mobilisation collective sur le sujet et notamment la vôtre, monsieur le rapporteur général. Au-delà des retraites agricoles que j'ai évoquées, nous allons pérenniser et renforcer le dispositif d'exonération des cotisations patronales liées à l'emploi des travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi. Le plafond d'exonération totale sera relevé de 1,20 à 1,25 SMIC. La possibilité de cumuler l'exonération applicable aux jeunes agriculteurs avec les taux réduits de droit commun des cotisations maladie et famille est désormais assurée. C'était attendu, c'est dans ce texte. L'indemnisation des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sera améliorée pour tenir compte de l'impact extra-professionnel de l'accident ou de la maladie. C'est la transposition de l'accord des partenaires sociaux sur le sujet, ce qui démontre la force du dialogue social conduit par Astrid Bouvet-Panossian. Enfin, ce PLFSS a un principe fondamental, la justice sociale. Ce texte est un document de protection sociale, de soutien aux familles et aux personnes en situation de handicap. L'objectif de dépenses de la branche famille est fixé à plus de 60 milliards d'euros. Le service public de la petite enfance entrera en vigueur avec un rôle renforcé des communes. La réforme du complément de libre choix du mode de garde permettra aux familles monoparentales de bénéficier de cette aide jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Vous le demandiez, c'est dans le texte. Préserver notre modèle, c'est aussi lutter contre la fraude. C'est un axe fort porté par plusieurs groupes qui a permis d'enrichir le texte initial tant au Sénat que par les travaux de votre commission des affaires sociales. La carte vitale sera sécurisée. Les contrôles liés au versement des pensions de retraite à l'étranger seront renforcés. Les échanges de données
entre l'assurance maladie et les complémentaires santé seront simplifiées. Les professionnels et les établissements de santé seront fortement incités à l'utilisation du dossier médical partagé. La délivrance par les plateformes Internet pour les arrêts de travail en ligne seront désormais interdites. Mesdames et messieurs les députés, nous avons un impératif: veiller à la soutenabilité de notre modèle de protection sociale. Notre protection sociale ne peut être durablement forte que si elle est financièrement solide. Le redressement de nos comptes sociaux est une nécessité. Soyons lucides, en 2024, le déficit de la sécurité sociale est de 18 milliards d'euros. Avec ce texte, compte tenu des effets de la censure, compte tenu aussi des choix et des compromis que nous avons portés ensemble, le déficit de la sécurité sociale sera en 2025 supérieur à 22 milliards d'euros. Nous ne pouvons nous en satisfaire. Sans loi de financement, ce déficit serait de 30 milliards d'euros. Cette étape 2025 est une première étape, probablement encore perfectible, mais nous devons collectivement trouver les solutions pour tendre vers l'équilibre du régime. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est une nécessité, mesdames et messieurs les députés, pour garantir une protection sociale de haut niveau pour chacun de nos enfants. Comme le Premier ministre l'a indiqué dans sa déclaration de politique générale, je souhaite que nous puissions adopter une logique pluriannuelle. À la veille des 80 ans de la sécurité sociale, celle-ci doit s'adapter plus que jamais à notre virage démographique qui commande de repenser ce modèle de protection sociale. Je suis, avec l'ensemble des membres du gouvernement, attaché à cette méthode fondée sur le dialogue, fondée sur l'écoute. Ce PLFSS construit dans le contexte que nous connaissons est un texte de protection, un texte de responsabilité. Nous avons le devoir de le porter ensemble avec sérieux, avec engagement, afin d'assurer un avenir plus solide à notre modèle. Nous le devons aux Françaises et aux Français.